Majesté, Excellences, Mesdames, Messieurs, après ces exposés très instructifs et émouvants de nos experts étrangers, le moment est venu d'inviter nos ministres de la Santé, que je remercie particulièrement, Madame la ministre Montréal, Messieurs les ministres Van den Broek, Antoniadis et Marron, de pouvoir prendre place sur la scène à cette table qui n'est pas ronde, mais à ces petites tables carrées qui vont nous permettre en fait de faire une table ronde avec les jeunes, de façon à échanger entre nos membres politiques de cette matinée et d'autre part les jeunes. Alors cela sera sous la houlette, je dirais, de la commission organisatrice du symposium, et c'est la professeure Véronique Delven, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola, et la professeure Jook Dennekens, membre ordinaire et ancienne administratrice de la Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, et professeure ordinaire émérite et ancienne vice-rectrice de l'université d'Anvers. Chers ministres, chers enfants, chers adolescents, je vous donne la parole. Welkom, excellentie. Bienvenue, excellence. Willkommen, excellence. Welkom aan de jongeren. En un grand mot d'appréciation et de merci pour les jeunes, surtout, qui ont travaillé pendant 2 années afin de réaliser ce symposium. On a fait un tout petit peu comme vous. C'est le symposium de la reine, of course, but it is also the symposium of our youngsters who have worked with us a lot. So, we zijn heel blij dat u allen hier vandaag bent. En wij denken dat het een uniek moment is waarbij de vraag en het aanbod in de gezondheidszorg aan de orde is en waar we kunnen proberen oplossingen te zoeken om de vraag en het aanbod beter op elkaar af te stemmen, want dat is een van onze grote vragen. Ik geef onmiddellijk het woord aan Xavier. Ja, maar Xavier is niet. Ah, is Xavier er niet? Oké, dan moet jij... Oui. Misschien Chiara ou Laurence, peut-être, peut poser la première question parce que Xavier nous a quittés. Oui, bien sûr. Vous m'entendez? Oui, ok, parfait. Donc la première question concernait la prise en charge intégrée. Donc quand ma fille est née, elle hurlait beaucoup, mais les pédiatres disaient qu'elle allait très bien et donc il n'y avait pas de prise en charge à faire. Et moi, dans mon rôle de maman, du coup, je me suis sentie de moins en moins bien et ma dépression a commencé à partir de ce moment-là. Et c'est mon mari qui a toqué en fait à toutes les portes qu'il connaissait ou qu'il pensait connaître pour trouver une aide pour notre fille et pour moi. Il a téléphoné à l'ONE qui a dit que l'ONE ne s'occupait que des enfants et donc pas du mal-être des mamans. Il a téléphoné à la maternité a dit qu'elle ne s'occupait que des accouchements et pas du mal-être de l'enfant ou de la maman après. Et donc ma question pour vous, c'est comment faire pour qu'il y ait une prise en charge inclusive de parents et d'enfants ensemble. Donc, je ne sais pas si la question est spécifiquement pour moi, mais en tout cas, d'abord, un grand merci pour votre témoignage qui était assez émouvant, très authentique et instructif aussi. Moi, je suis donc responsable au niveau fédéral. On a l'INAMI, les soins de santé. Ce qu'on est en train de développer, c'est une trajectoire de soins intégrée périnatale, donc avant la naissance, après la naissance. Et là, je crois que le grand défi, c'est de faire coopérer tous ceux qui sont concernés. Donc, d'abord au niveau fédéral, il y a les médecins généralistes, il y a les sages-femmes, il y a les gynécologues, etc. Mais il faut aussi connecter avec des services comme l'ONE, comme Kind en Gezin en Flandre, pour vraiment développer un suivi et notamment pour pouvoir intervenir de façon précoce dès le moment qu'on aperçoit qu'il y a un problème.
Et donc, on va investir 10 millions d'euros dans cette trajectoire de soins intégrés à partir du niveau fédéral. Je crois que c'est une partie de la réponse. Peut-être ce n'est pas tout à fait la réponse. Je crois qu'il y a aussi d'autres approches qui sont intéressantes. Moi-même, j'ai visité, je crois que c'était à UDERF, une unité parents-bébés, très intéressant. Pas seulement les mamans d'ailleurs, hein, il y avait aussi des papas. Très intéressant comme, je dirais, laboratoire, comme approche. Mais donc, en ce qui me concerne, cette idée de développer des trajectoires de suivi périnatal, avant la naissance, après, c'est ultra important pour pouvoir agir de façon précoce, mais aussi pour pouvoir organiser la coopération avec tous les acteurs concernés. J'enchaîne alors. Mais moi aussi, je voudrais vous féliciter d'abord d'avoir osé libérer la parole, parce que je crois que c'est vraiment déterminant et qu'à travers votre témoignage, même si on ne peut pas encore le diffuser sur les réseaux sociaux, je pense que ça va aussi inspirer, déculpabiliser de nombreuses mères de la réalité à laquelle elles sont confrontées. Avoir un enfant, ça arrive à énormément de jeunes femmes, de femmes. Et donc, je crois que c'est important aussi de pouvoir poser des mots sur des situations qui sont encore très tabous. Et on a tendance souvent à enjoliver, en fait, la naissance d'un enfant. Mais il y a aussi des réalités biologiques, des réalités psychologiques qu'il faut pouvoir prendre en compte. Alors, je le dis souvent, vous voyez, on est quelques-uns autour de la table. On réussira ensemble ou on échouera ensemble. Et les défis sont majeurs, comme ça a été évoqué. Donc, on doit, nous, se parler beaucoup, et la crise nous a appris à travailler ensemble et à réussir à relever des défis pour prendre en compte la situation des personnes depuis le début des événements. Si je devais comparer votre situation quand on a une difficulté, que ce soit l'enfant ou la maman ou la personne qui vit dans le ménage et qui a aussi été la paternité ou la maternité, quand c'est facile, c'est comme un building où on peut monter dans un ascenseur et tout va bien. Mais quand on a une difficulté, et vous l'exprimez à travers les renvois auxquels vous avez été confrontés ou votre époux, c'est que c'est comme si on était dans un escalier et qu'à chaque étage, il y a une porte coupe-feu et qu'il faut la pousser. Et donc, ce sont des obstacles qu'on doit pouvoir faire tomber. En travaillant avec les différents services, on a parlé de l'ONE tout à l'heure, mais aussi de la première ligne. On organise la réforme de la première ligne pour pouvoir la structurer davantage, pour que les psychologues, par exemple, soient impliqués, pour que les médecins généralistes se parlent entre les psychologues, les infirmiers. Il y a des infirmiers sociaux, par exemple, qui viennent généralement par l'ONE dans les maisons pendant les premiers jours après quand vous sortez de maternité. Je crois que c'est important que ces gens se parlent entre eux, que les aides familiales, que toute cette liaison qui existe puisse pouvoir mieux communiquer plutôt que de renvoyer la balle à votre mari ou à vous-même, qui est dans une situation de détresse, à travers votre situation, tous les autres puissent pouvoir s'organiser. C'est vraiment l'enjeu qu'on fait avec Proxy Santé et où la santé mentale est impliquée. Et je pense très sincèrement qu'à partir de septembre, on pourra aussi demander à toutes les organisations de santé mentale de s'impliquer dans ce processus participatif pour qu'on puisse avancer au plus juste. Monsieur Marron, vous vouliez intervenir ? Juste un mot pour compléter, moi il y a quelques semaines j'ai eu l'occasion de visiter une nouvelle maison de naissance, en l'occurrence à Forêt, à Bruxelles, un projet subventionné par la région, mais en fait on essaye de dépasser les obstacles institutionnels et de travailler ensemble. Effectivement c'est parfois un petit peu compliqué, mais donc dans ce type de lieu, non seulement les enfants peuvent naître, mais il y a évidemment un accompagnement avant, qui va de soi, mais aussi par la suite. Le tout en lien avec un hôpital. Parce que s'il y a un problème particulier, évidemment, il faut pouvoir référer à un hôpital. Et de toute façon, voilà. Et donc, cette manière intégrée et articulée, elle n'est pas généralisable tout de suite partout. Mais par contre, c'est-à-dire de naître dans des maisons de naissance plus qu'à l'hôpital. Par contre, la logique qui la sous-tend, elle, a tendance à se généraliser de plus en plus. Donc, je suis assez désolé pour votre histoire, que vous ayez été tellement démunis, que vous vous soyez retrouvés face à des murs. Il faut quand même dire que, heureusement, de plus en plus d'hôpitaux et de plus en plus de maternités développent des logiques de suivi post-accouchement. Parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose de particulier pour l'enfant, mais aussi pour la maman et pour les parents en général. Et donc, ce que nous devons sans doute faire, ensemble, c'est encourager ce type de pratique,
pour qu'on ait de moins en moins de parents, de femmes souvent, qui sentent véritablement abandonnés. Une fois que le bébé est là, on se retrouve à la maison. Il faut gérer tout ça, c'est compliqué, encore plus quand c'est un premier, encore plus quand il y a une pathologie particulière qui vient, qu'elle soit physique ou mentale, etc. etc. Et donc, c'est cet accompagnement-là, une fois qu'on rentre à la maison, qui doit aussi être de plus en plus qualitatif. Mais pour être un peu optimiste et positif, il y a quand même déjà de nombreux projets en ce sens. À nous de les encourager encore plus, à nous de les soutenir encore plus. Dank u wel. En ik denk dat zorgcontinuïteit is een heel important probleem. En ik zal aan Anne-Laure en Chiara voor de vragen, voor de next vragen. Ja. Hoe kan de toegang tot de zorg versneld worden? En ook een manier dat die vereenvoudigd kan worden, zodat je daar gemakkelijker aan kunt of daar weet over hebt, dat je niet eerst heel veel erachter moet zoeken, want dat is vaak ook een probleem dat je tegen dat je iets gevonden hebt, dat je nog op een wachtlijst moet gaan staan en dan duurt het nog heel lang en verergeren de problemen vaak. Ja, ik zou te beginnen willen zeggen dat jullie hebben verschillende absoluut essentiële dingen aangeraakt. Dat is, je moet snel op de bal zijn. De hulp moet gemakkelijk te vinden zijn. Sterker, de hulp moet naar jullie komen. Dat is wat we nu proberen te doen. Dus wij hebben een pak geld, 150 miljoen euro, maar dat cijfer mocht je vergeten, die we investeren in het uitrollen van psychologische hulp in de eerste lijn. En het is essentieel dat kinderen en jongeren, maar ook volwassenen, dat ze zeer snel iemand kunnen vinden met wie er een eerste contact kan zijn, gewoon om eens te kijken wat scheelt er, een beetje te exploreren. Dat bieden we gratis aan vanuit de netwerken geestelijke gezondheidszorg. Zodanig dat je snel weet op welk spoor moet je gaan. Moet je wat veerkracht krijgen? Heb je een bijzonder probleem waar je wat sessies voor moet volgen bij een psycholoog? Heb je een heel ernstig probleem? Dan moet je snel naar een meer intensieve behandeling gaan. Dus dat is wat we proberen te doen. Op de vraag naar hoe vind je dat? Dus dat werkt op basis van de netwerken geestelijke gezondheidszorg. Dat zijn samenwerkingsverbanden. We dringen nu heel sterk aan, we zijn er nog niet, hè, maar we dringen heel sterk aan dat die heel eenvoudig te bereiken zijn. Je woont ergens in een bepaalde regio, je vindt het netwerk van jouw regio, je vindt een telefoonnummer, je kan bellen. Dat zijn we nu aan het uitrollen. Maar ik vind dat we nog een stap verder moeten gaan. Eigenlijk moeten die psychologen, die orthopedagogen, die hulpverleners, die moeten uit hun kabinet. En dus we proberen te zeggen, ga naar jongerenadviescentra, ga naar huisartsenpraktijken, ga naar sociale diensten, ga naar in Vlaanderen CLB's, scholen, om aanwezig te zijn. Want jonge mensen zullen daar met problemen rondlopen en je moet ze gaan vinden. We moeten vindplaatsen ontwikkelen. Dat is nog niet zo eenvoudig, hè? Dus we zijn dat ook aan het uitrollen, maar dat is absoluut essentieel. En ik hoop dat we, laten we zeggen, ergens tegen oktober, november, zover zijn dat heel dat plan uitgerold is. Het is aan jullie om dat kritisch te bekijken natuurlijk, of dat werkt. Hè? Maar dat is echt wat we proberen te doen, wat jullie nu aanbrengen. Je vous en prie. On fait attention. Mais donc,
c'est important d'avoir effectivement de la prévention, de pouvoir mieux détecter. Je voudrais souligner aussi l'initiative que Frank van den Broek a prise ou met sur la table en proposant par exemple que les médecins généralistes prennent en charge des plus jeunes jusque, je ne sais plus si c'est 25 ans, où tu proposes qu'on a besoin d'avoir des médecins généralistes qui prennent en charge des patients, et on voit bien que dans les pratiques groupées, dans les associations de soins intégrés, il y a plus de prévention, il y a plus de détection précoce. Donc on ne doit pas aller voir son médecin généraliste uniquement quand on est malade, mais le médecin généraliste a besoin de savoir comment vous allez, au-delà de comment vous allez physiquement. C'est aussi de l'intérieur. Et on voit que ça donne de meilleurs résultats, donc on doit toujours encourager et on développe davantage les ASI avec un dossier médical global, c'est majeur. Faire en sorte que tous les citoyens ont un dossier médical global pour que tous les professionnels de la santé puissent aussi en bénéficier et avoir l'information quand il y aura besoin de santé mentale ou d'autres dispositifs pour vous aider ou pour aider les citoyens en général. La crise du Covid a mis en exergue plus encore les problématiques de santé mentale des jeunes. Puisqu'en fait, quand on a eu les premiers feedbacks sur l'augmentation des problèmes de santé mentale qui découlaient du Covid, ils touchaient les professionnels du soin et du social, qui étaient évidemment en première ligne pour eux-mêmes, mais en première ligne aussi pour celles et ceux dont ils s'occupaient, et les jeunes. Ça a été illustré encore dans les exposés. Donc un certain nombre de démarches ont été entreprises pour renforcer les services de santé mentale par rapport à ces deux publics. Alors il y a eu heureusement le projet dont Franck vient de parler. Parallèlement à ce projet de psychologues de première ligne, nous avons renforcé au niveau régional aussi les services de santé mentale avec un focus sur les jeunes dans une logique, comme Franck l'a expliqué aussi, de outreaching. Sortir des murs, sortir du cabinet. C'est pas évident d'aller frapper à la porte d'un service de santé mentale. C'est pas nécessairement évident de connaître son propre problème, de l'admettre, de franchir le pas, de se dire j'ai besoin d'aide et je franchis la porte de quelqu'un qui pourrait m'aider. C'est difficile. Et donc les services de santé mentale ont déployé progressivement des actions pour aller vers les jeunes. Et c'est ce que nous leur avons demandé de faire. Et on les a financés pour ça, en complément des actions prises par le fédéral. C'est sans doute pas assez encore, mais c'est vraiment la logique dans laquelle on va de plus en plus. On m'a demandé de répondre en allemand, donc je fais ça en allemand pour les interlocuteurs germanophones. Also was der Kollege Marron gesagt hat, halte ich für sehr wichtig. Also durch Corona hat man extrem viel mehr Bedarf an psychologischer Unterstützung, und wenn man von den Wellen sprach, die das Virus brachte, dann kann man jetzt über eine neue Welle sprechen im Bereich der psychischen Versorgung. Da fehlt es an Psychologen, und da müssen wir, die Regionen, aber vor allem auch der Föderalstaat mit den Regionen gemeinsam dafür Sorge tragen, dass mehr Mittel freigemacht werden, damit dieser Bedarf beantwortet wird. Und in einer deutschsprachigen Gemeinschaft hat man ein Problem mehr, das ist die Sprache. Also wir brauchen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, damit wir tatsächlich das schaffen können, in deutscher Sprache die Jugendlichen und Kindern zu betreuen und zu begleiten. Das schafft man nicht allein mit dem Personal, mit den Menschen, die vor Ort in der deutschsprachigen Gemeinschaft tätig sind. Je pense que Mika va poser la prochaine question. Volgende vraag. Wat zegt u? Ik zeg en de vertaling in het Nederlands. Van de antwoorden. We hebben een vertaling in het Duits. Maar u hebt toch... Nee, ik hoef dat niet, maar ik vind het gewoon elementaire beleefdheid naar de jongeren die de vraag stellen. Oké. Ik zal het vertalen naar het Nederlands, dat ook in onze Duitsstalige gemeenschap men werk maakt van de toegang. Dat het moeilijk is, omdat, zeker in tijden van COVID was het heel moeilijk, maar ook omwille van het feit dat er onvoldoende psychologen zijn en dat men dus moet werken om het netwerk te versterken en te verbeteren.
ook de kinderpsychiatrie zelf, daar is hier nu niet zoveel over gezegd, maar daar moet veel meer impact komen van psychiaters, kinderpsychiaters, die niet alleen privéconsultaties, maar ook in de ziekenhuizen en in laagdrempelige instellingen kunnen werken. Dus het is eigenlijk dezelfde situatie, maar zij zitten met een probleem van taal natuurlijk. Het is een heel kleine gemeenschap en veel psychologen werken in het Franstalige gebied, maar niet zoveel in het Duitsstalige gebied. En dat is dus een extra probleem. Oké? Sorry voor niet direct te vertalen, maar ik dacht dat er ook vertaling was via de... Dat zal ongetwijfeld Ja. zijn, maar voor zover ik weet werd de vraag gesteld in het Nederlands. Oké. En ook de Franstalige gemeenschap heeft goed moeite genomen om het Nederlands te antwoorden. Wat ik bijzonder pijnlijk vind voor jongeren die net aangeven dat hulp moeilijk te vinden is. Dank u wel voor uw opmerking. Dank u. Er is nu een vraag van Mika. De zorg is vaak nog versnipperd, waardoor dat de juiste zorg niet altijd wordt toegepast. Het is ook vaak dat op bepaalde leeftijden dat de zorg stopt, omdat ze naar volwassen psychiatrie moeten gaan. Dus mijn vraag is eigenlijk, welke maatregelen willen en kunnen jullie nemen om de continuïteit in de hulpverlening te garanderen? Ja, dat is een hele belangrijke. Het is goed dat je dat onder de aandacht brengt. Dat zit ook in het advies van de academie als een heel belangrijk punt. En ja, je hebt het goed uitgelegd. Ik denk dat jonge mensen ergens tussen, laten we zeggen, 16, 17 jaar, maar dan worden ze volwassen, worden ze 22, 23, 24 jaar. Er ontstaan breuken in hun begeleiding. Het is van hot naar her. Hè. En daar moeten we heel bijzonder op inzetten. Ik ga 2 dingen meegeven, zeer kort. Ik ga opnieuw in budgetten spreken, maar dat wil zeggen dat we het ook menen. Hè. Wij hebben een oproep gedaan om projecten in te dienen in kinder- en jeugdpsychiatrie, in het geheel voor 35 miljoen euro. Bijna de helft daarvan, 14 miljoen euro, moet helemaal daarvoor gebruikt worden. Namelijk voor het probleem van die overgangen. Nu, niet alleen overgangen in leeftijd, zodanig dat de hulp kan meegroeien als je 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jaar wordt, maar ook andere overgangen, bijvoorbeeld van mentale problemen en geestelijke gezondheidszorg naar lichamelijke verzorging, van het psychiatrische naar het somatische, belangrijk bij anorexia bijvoorbeeld. Ook overgangen wanneer we te maken hebben met instellingen van welzijn, die moeten samenwerken met bijvoorbeeld geestelijke gezondheidszorg. Maar we zetten heel veel in eigenlijk op transitie en met name transitieleeftijd. En daarnaast gaan we iets aanbieden aan onze netwerken. We geven daar ook wat steun voor. Dat heeft een wat ingewikkelde benaming, maar je hebt er eigenlijk op getikt. Wij noemen dat een continuïteitsreflex. Reflex wil zeggen weerspiegelen, nadenken. Dus de netwerken krijgen eigenlijk een instrument waardoor ze zelf goed moeten nadenken of ze echt wel zorgen voor die continuïteit. Elk soort continuïteit, hè, in de relaties tussen de mensen, in het soort van hulp, in de opvolging door de tijd, in de samenwerking tussen de instellingen. Dus we gaan aan de netwerken zeggen, zorg voor continuïteit. En hier is een spiegel om in te kijken. Daar moet je in kijken, in die spiegel, om te zien of je het wel goed doet. En dat vind ik wel heel belangrijk ook. Je passe la parole à Loïc. Ce qui concerne la participation et la société. Bonjour. Personnellement, je trouve que cette journée est une vraie opportunité pour nous, jeunes et jeunes parents, de soumettre nos idées et ainsi tenter d'améliorer le vécu d'autres enfants et jeunes souffrant de problèmes de santé mentale. Ainsi, envisagez-vous de considérer à l'avenir les jeunes comme partenaires actifs au renouvellement du système de soins? Et si oui, comment? Je vais être très bref parce qu'il prend trop de temps. On l'a lancé. Je crois que l'exposé qu'on a eu, il est absolument encourageant. Et donc, on a décidé d'organiser 11 coachs de participation dans les 11 provinces qui vont être investis dans nos réseaux de soins de santé mentale. Et donc, ce sont des individus qui vont vraiment être responsables de l'organisation de la participation des jeunes. Donc, ce sont les réseaux jeunes
et enfants. Et donc, chaque réseau de soins de santé mentale aura l'appui d'un coach de participation dont la seule mission, la mission unique, c'est d'organiser la participation des jeunes. Donc, on a lancé ça, ça commence maintenant. Ben, il faut voir comment ça marche. Mais je crois aussi que c'est tout à fait important. Rapidement en complément, pour dire que, par exemple, dans l'organisation Proxy Santé, donc les assises de la première ligne, ce qui permettra de mieux structurer justement et coordonner tous les professionnels de la santé, on a lancé des débats participatifs où on a demandé notamment aux professionnels du soin et de la santé, mais aussi à tous les usagers de soins, donc tous les patients, à travers les organisations comme la LUS ou d'autres organismes, de pouvoir s'impliquer et donner leur avis. Au plus les citoyens répondront et on a essayé de diffuser le plus largement possible, au plus on pourra être au cœur de l'organisation pour avoir des réponses qui sont plus coordonnées, au-delà évidemment de l'initiative que je salue aujourd'hui vraiment de Sa Majesté et de l'Académie de médecine, parce que je crois que ça nous aide aussi très concrètement l'heure qu'on vient avoir avant les échanges aussi, de nous permettre de pouvoir y voir encore plus clair dans la manière dont on doit améliorer les dispositifs. Merci. La littérature internationale est assez claire et de plus en plus évidente. Et il vient encore d'y être fait référence sur le fait que les problématiques de santé mentale, a fortiori celles des jeunes, elles trouvent aussi des solutions en partant du public lui-même et des personnes elles-mêmes, des personnes en souffrance elles-mêmes ou qui sont passées par un parcours avec des problématiques de santé mentale. C'est de plus en plus intégré dans les pratiques dans le secteur de la santé mentale, même si parfois de manière encore insuffisante. En complément de ce qu'a dit Franck, on va aussi lancer à Bruxelles un processus participatif spécifique jeunesse et santé mentale à la rentrée, au mois de septembre-octobre, en essayant de mélanger dans ce processus des jeunes qui ont des problématiques de santé mentale ou qui ont un parcours de problématiques de santé mentale, des jeunes qui n'en ont pas particulièrement et des professionnels, pour essayer de voir comment, ensemble, on peut trouver de nouvelles solutions, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, etc., etc. Il est important de dire aussi que la participation de la personne elle-même à son parcours de soins l'aide dans son parcours de soins. Ça peut faire partie du process même, en fait. C'est-à-dire que ça ne fait sens, un soin particulier, même un soin en santé mentale, ça fait d'autant plus sens que vous-même en êtes partie prenante, que vous en êtes co-concepteur. Et donc, cette manière de travailler est de plus en plus intégrée, c'est-à-dire du bottom-up et pas juste du top-down. Voici votre pathologie et voici ce qu'il faut faire pour vous. Non, que vous soyez de plus en plus partie prenante de la solution. Et cette logique-là aussi, elle s'imprègne de plus en plus chez les professionnels de la santé mentale. Et nous, on va l'encourager sur un projet spécifique à la rentrée. Ok, merci. Monsieur Antonia. Aux communautés germanophones, on a un conseil de jeunesse germanophone, puis il organise beaucoup de campagnes de sensibilisation. Donc je crois qu'il serait mieux, ou il serait une solution d'organiser un dialogue entre le conseil de jeunesse et les différents acteurs de la santé mentale au sein de la communauté germanophone. Ça pourrait être une solution, peut-être aussi applicable au Région Wallonne ou au Flandre ou à Bruxelles. Oké, dank u wel. Zo komen we tot helaas een laatste thema dat de jongeren hebben gekozen. En dat gaat over verantwoordelijkheid van de samenleving. En ik geef dan het woord aan Sanna en Emma. Goedemorgen. Wij hebben de vraag, hoe kunnen we samen een maatschappelijk draagvlak creëren die ervoor zorgt dat het heersende taboe dat momenteel gaande is rond mentaal welzijn een sociaal bespreekbaar onderwerp wordt. En hoe kunnen we dit patroon doorbreken, rekening houdend met de sociale en culturele diversiteit in ons land? Want om een persoon te zijn met een psychische kwetsbaarheid en een niet-Belgisch achtergrond, is het nog moeilijker om
en hulp te vinden dat gepast is, toegankelijk is en snel is. Hoe kunt u deze mensen meer gaan betrekken in uw systeem? Ja, ik denk dat het ook 2 belangrijke punten zijn. Om te beginnen inderdaad dat stigma. Hè. Dus dat is goed aan bod gekomen ook in de film, vond ik. Je hebt dat ook goed uitgelegd. Wat wij heel belangrijk vinden is dus dat die psychologische ondersteuning dat die inderdaad heel laagdrempelig wordt. En dat je gewoon om te beginnen aanbiedt dat jonge mensen met iemand spreken over ik heb een probleem, ik weet niet goed wat dat is dat ernstig, niet ernstig. Dat moet snel kunnen gebeuren en het moet heel evident zijn, heel evident dat je dat doet. Maar dat is ook de reden waarom we willen eigenlijk dat aanbod buiten de muren van de praktijk van de psycholoog of de psychiater brengen. We willen dat echt naar jongerenadviescentra, naar sociale diensten, naar CLB's, naar scholen brengen, waar jonge mensen zijn. En het tweede wat ik belangrijk vind, maar we hebben daar nog veel werk aan, dus ik moet een beetje voorzichtig spreken. Wij willen absoluut inzetten op het werken in groep, zodat je jonge mensen ook samenbrengt. En dat is ook belangrijk, denk ik, om van elkaar te leren en openhartig te spreken over problemen. We hebben een heel goede ervaring. We hebben dat gedaan tijdens de pandemie aan de universiteiten met groepsessies, met een psycholoog en een groep studenten die het moeilijk had. En dat heeft heel goed gewerkt, eigenlijk. En je helpt elkaar, je versterkt elkaar. Ik denk dat dat misschien ook een stukje antwoord is op wat jij zegt. Want je zei, ja, sommige mensen zullen misschien omwille van hun achtergrond, sociale situatie, niet zo gemakkelijk de weg vinden in onze Belgische en Vlaamse gezondheidszorg. Maar het is precies daarom dat we zeggen, die gezondheidszorg die moet uit het ziekenhuis stappen, uit het dokterskabinet, uit de praktijk van de psycholoog. Die moet naar jonge mensen toe gaan. Wij noemen dat onze vindplaatsen. En dus in het uitrollen van onze eerste lijns psychologische zorg nu, wij vragen aan de psychologen en de orthopedagogen, dus de zorgverstrekkers die daar instappen in dat systeem, wij zeggen, niet alleen in jouw kabinet, hè, ook aan groepsessies willen meewerken, ook naar buiten willen stappen. Hè. Dat is nog een moeilijke discussie hoor, maar dat is heel essentieel voor ons. Oké, dankjewel. Ik zal in het Frans verantwoorden, want we hebben vertaler en we zullen maken zoals we maken toen we werken samen, ieder zijn taal, dus ik zal verantwoorden in het Frans. Pour vous dire simplement qu'on a aussi lancé du côté de la région Wallonne, en Wallonie, un dispositif, un site internet qui s'appelle Trouver du soutien. Libérer la parole, et où on essaye, avec aussi des influenceurs qui utilisent les réseaux sociaux, de pouvoir expliquer que ça arrive à tout le monde de ne pas être bien à un moment, d'avoir des pensées où on est triste, où on se sent vide, où on a l'impression qu'on perd un peu pied, où quelque chose ne se passe pas bien, et que la première chose à faire, c'est d'en parler, et que ce n'est pas anormal d'avoir ce type de pensée. Ce qui est important, c'est de l'exprimer assez tôt. Et donc, on a travaillé avec des jeunes, avec des adultes, et on donne des conseils en ligne en essayant d'utiliser ce type de dispositif-là. Je pense que c'est extrêmement important parce qu'on a beaucoup de retours, comme on a aussi renforcé beaucoup les dispositifs comme les centres de prévention du suicide, un passe dans l'impasse, avec un point d'attention aussi plutôt pour les garçons et les jeunes, les hommes en général qui osent moins s'exprimer et les jeunes aussi qui osent moins s'exprimer. Donc on a vraiment mis un focus là-dessus. Et puis le deuxième élément que vous évoquez, je crois qu'il est important de travailler sur la formation des professionnels de la santé contre les discriminations et l'intersectionnalité que vous signalez, c'est-à-dire que à la fois, on a parfois du mal à aller chez un médecin, mais qu'en raison de sa situation, parce qu'on est en situation de handicap, parce qu'on parle une autre langue, parce qu'on est d'origine étrangère, ou pour des tas d'autres raisons, parce qu'on se sent différent, parce qu'on est LGBTQIA+, par exemple, eh bien, on a du mal à pouvoir aller trouver un professionnel. Et donc ça, c'est vraiment un des points d'attention. On finance d'ailleurs des dispositifs de formation des professionnels. Je crois que c'est un point d'attention majeur parce qu'on voit dans les statistiques que ces personnes-là ont moins accès aux soins de santé, donc on développe des actions de ce type. Bonjour, excusez-moi, je voudrais juste réagir. Je suis psychologue en psychiatrie et je travaille avec des jeunes, des adolescents.
nous aurons l'occasion cet après-midi d'échanger parce que les workshops... D'accord. Je vous remercie de votre intervention. Je voulais demander aux jeunes si vous avez encore une question. Je pense simplement que les réponses, oui, parce que je pense qu'il faut simplement réagir financièrement. Rien que la région wallonne a investi. Attendez, vous avez posé une question, je réponds. Non, la seule réponse, c'est comment est-ce qu'on investit et qu'on change de paradigme. Comment est-ce qu'on engage des... c'est vrai que pour la région wallonne, c'est plutôt en amont que la prévention des jeunes. Mais comment est-ce qu'on engage, par exemple, 180 psychologues? Comment est-ce qu'on investit malheureusement? Mais participez-y. Par exemple... C'est pour ça qu'on a renforcé de plus de centaines d'unités, à la fois avec des moyens fédéraux et régionaux, pour que vous puissiez aussi... Écoutez, monsieur, je partage votre... J'ai 10 ans de formation, d'accord? J'ai 6 ans de pratique en psychiatrie, en urgence et en hospitalisation et en psychiatrie. Je parle de moi, j'ai des centaines de thérapeutes derrière moi qui ne peuvent pas être là, qui ne sont pas entendus. Que ce soit les SSM, que ce soit les privés, que ce soit les hôpitaux. On vous dit la même chose depuis 3 ans. Monsieur... Je partage votre difficulté. Je suis aussi à l'hôpital, excusez-moi. J'ai aussi une urgence qui déborde. Et je pense que l'engagement que l'on peut avoir dans les dispositifs, dans les réseaux, entre nous, c'est important. Mais je crois qu'on en est tous conscients et que c'est aussi pour ça que Sa Majesté a souhaité aujourd'hui mettre cette journée à l'honneur des jeunes et de leurs paroles dans ce qu'ils peuvent transmettre aussi aux politiques. Je crois que c'est très important. Je vous remercie parce que la détresse est importante, mais je voudrais laisser la parole aux jeunes pour finaliser cette table ronde, si vous le voulez bien. Ma question, elle est dans ce sens-là aussi. Il m'a fallu 3 mois à partir du moment où j'ai cherché de l'aide pour avoir de l'aide. Et le problème avec la santé mentale, c'est que comme ça ne se voit pas, on ne voit pas que c'est une urgence. Sauf qu'en 3 mois, j'ai pensé des milliers de fois de me jeter par la fenêtre. J'avais pas 3 mois devant moi pour attendre qu'il y ait de la place. Et je comprends que c'est très très compliqué, mais il n'y a pas assez de psychologues, il n'y a pas assez de psychiatres pour prendre en charge les urgences. Et dès que c'est psychologique, c'est une urgence. Mais... Ok, je peux dire quelque chose aussi. Okay. Donc, évidemment, on a un retard historique en cette matière. Évidemment, il y a des lacunes très importantes et des listes d'attente. Mais on s'est réveillé. Je ne dis pas ça comme excuse ou formule de politesse, mais on est en train d'investir massivement. Je vais vous donner les chiffres. Le projet dont j'ai parlé en première ligne, seulement en première ligne, 152 millions d'euros. OK. J'ai lancé un appel au niveau fédéral. 35 millions, les projets doivent être là avant le 1er octobre. 35 millions en soins psychiatriques, jeunes et enfants. 15 millions en soins intensifs. Les High and Intensive Care, que vous connaissez sans doute, on va essayer d'avoir des High and Intensive Care partout. On a investi pendant la pandémie déjà dans des équipes de liaison entre services psychiatriques et autres services. On a investi dans 15 millions d'euros, je crois, si je me trompe, enfin, je peux me tromper. On a investi beaucoup aussi dans la problématique de ceux qui sont en attente. On a renforcé les équipes mobiles, tant au niveau des équipes de crise que les équipes de soins curatifs. Je ne dis pas ça pour être applaudi, je ne veux pas être applaudi. Je dis ça simplement pour dire qu'on est en train d'investir. Et deuxièmement, ça j'espère que vous comprenez, nous travaillons tous les jours, du matin au soir, avec des experts, avec les organisations professionnelles. Ils sont inclus là-dedans. J'ai parlé de la participation des jeunes, on va organiser la participation des jeunes, mais nous travaillons aussi avec vos associations, vos représentants. Et évidemment, je comprends votre impatience, c'est bien. Mais il faut quand même aussi entrer dans un dialogue où l'on est en train de faire des choses. Mais j'espère juste que ce sont les bonnes choses, parce que en tant que professionnel, je pense
Je n'ai pas parlé d'une application. Non, mais il faut une batterie de solutions. Et je crois que ça, vous partagez, et ça explique aussi votre impatience. Il faut travailler dans toutes les lignes, partout, avec une batterie de solutions. C'est ça ce qu'il faut. Je pense que la journée juste dire un mot sur la prise de conscience, donc là-dessus. Le fait qu'il y a un retard historique, qu'il y a un signal d'alarme par les professionnels du soin, et y compris de la santé mentale, je pense qu'on en a assez largement conscience. Par-dessus le marché, et je l'ai dit, il y a une conscience très rapide aussi que la crise Covid allait encore amplifier le problème, puisqu'on a une amplification des problématiques de santé mentale. Des efforts ont été faits à tous les niveaux de pouvoir. En région bruxelloise, il y a des moyens spécifiques Covid qui étaient des moyens normalement ponctuels qui ont été mis en place, notamment par exemple pour aider les personnes en grande pauvreté et les personnes sans abri, et pour la santé mentale. Dans des moyens considérables, ponctuels, il y avait santé mentale. Il y a 2 axes sur lesquels les moyens ponctuels ont été pérennisés, parce qu'il y en a eu beaucoup d'autres en économie ou sur d'autres problèmes du soin, etc. C'est les personnes sans abri et l'aide à ce qu'ils ne soient plus en rue ou moins en rue, et la santé mentale. Des millions d'euros de budget complémentaire arrivé Covid qui devaient durer qu'1 an ou 2 ont été pérennisés. Et je ne vais pas parler à la place de Christy, mais en gros, la même politique a été mise en place en Wallonie et même en Flandre. Donc il y a des moyens complémentaires qui arrivent. Après, sur la manière dont ils sont utilisés, etc., je pense que c'est important de faire remonter du terrain s'il y a des problématiques. Nous, on est en contact tout le temps aussi, comme le cabinet de M. Van den Broek, avec les acteurs, les services de santé mentale, etc. S'il y a des problèmes spécifiques de mise en œuvre, s'il y a des choses qui sont mal calibrées, ça arrive. Et c'est normal. Enfin, c'est normal. L'enjeu, c'est de les corriger et d'essayer de voir avec les professionnels comment on arrive à corriger les choses et faire mieux. Et franchement, pour être clair, c'est notre préoccupation. Hein. C'est notre préoccupation. Oké, merci beaucoup. Ik dacht dat daar nog iemand een vraag wou stellen. Ja, ik heb nog een vraag. Want we moeten eigenlijk Oké, ik ga proberen kort te houden. Er is eigenlijk nog een thema dat mij nauw aan het hart ligt. En dat is de terugbetaling, die momenteel niet zo goed is. Ik weet dat ze momenteel ook aan het kijken zijn voor de terugbetaling. Maar eerlijk gezegd, die terugbetaling is enorm klein. En voor iemand die wekelijks naar een psycholoog moet gaan en wekelijks €60 moet betalen, is dat bijna onmogelijk. En eerlijk gezegd heeft de geldkwestie ervoor gezorgd dat ik bijna niet hulp durfde zoeken. Maar ik wil daar een reactie op geven. Ik weet niet of ik jou zal overtuigen. We moeten daar misschien meer over Je moet mij niet overtuigen. Nee. Hè? Maar ik wil... je moet dus... Ik ga terugkomen op wat wij proberen te doen in de eerste lijn. Ons idee is niet dat alles wat er nu gebeurt, dat we dat gaan terugbetalen. Dat is niet ons idee. Maar waarom is dat wel bij de lichamelijke gezondheidssector? Dat is daar ook niet zo. Dat is daar ja, ook maar niet toch zo. bijna. Nee, maar wacht, maar dat is daar ook niet zo. Als jij naar een kinesist gaat... Ik heb het niet over een kinesist, ik heb het over een huisdokter. Sorry, wacht. Gaat het over lichamelijke gezondheidszorg? Ik denk aan een kinesist. Dat is toch een goed antwoord? Ik denk over een huisdokter. Een huisdokter, oké. Maar ik ga terugkomen op geestelijke gezondheidszorg. Dus wat wij willen, is nu een aanbod organiseren dat vooral ervoor zorgt dat je heel snel contact hebt en dat er geëxploreerd wordt wat jouw probleem is om snel op het goede spoor te zitten. Dat is wat we doen. Daar steken we nu ons geld in. Je hebt goed contact nodig, niet snel contact. Je hebt goed contact nodig. Ja, maar wacht even. Maar het eerste is dat je moet weten, waar moet ik zijn? Dus wat we aanbieden is een gratis €0, hè? Gratis raadpleging, puur om snel te weten, waar zou ik best naartoe? Na die gratis raadpleging volgen in de eerste lijn, zoals we die nu gaan organiseren, eventueel zelfs tot 20 sessies voor €11 of €4 als je uit een gezin komt met laag inkomen. Wacht even. Stel dat je... Ik ga dan zwijgen, dan krijg jij het laatste woord. Stel dat je vaststelt, en het is daarom precies dat snel vaststellen wat het probleem is belangrijk is. Snel dat je vaststelt, dat is iemand met een heel ernstig en complex probleem. Ja, dan moet je misschien naar een psychiater, dan moet je misschien
in een andere context geholpen worden. En dus met andere woorden, wat we willen vermijden is ook dat mensen eindeloos blijven naar een psycholoog gaan en misschien niet op het goede spoor zitten. En dus wat wij vragen aan die netwerken is vooral, zorg dat jonge mensen op het goede spoor komen. Trek de wissels snel. Zorg ervoor dat iemand die een depressie heeft, behandeld wordt door iemand die daar verstand van heeft. Als je ziet dat iemand een probleem heeft dat eigenlijk ook een lichamelijk issue is, zorg ervoor dat die combinatie van zorg gebeurt. Als je ziet dat iemand een angststoornis heeft, zorg dat die terechtkomt waar iemand zit die angststoornis goed aankomt. Als je ziet dat iemand misschien best eens in een groep zou spreken met andere jonge mensen, om samen na te denken over hoe dat je terug een beetje veerkracht kan krijgen als je uit een moeilijke situatie komt, leid die daar naartoe. Dus wat we nu vooral willen doen, is jonge mensen snel op het goede spoor zetten. Daar zetten we ons geld op in. En dus ook in de rest van de geneeskunde. Het is niet zo dat je zomaar kunt blijven zeggen, ik ga ergens naartoe en ik moet daarvoor terugbetaald worden. Dat is ook niet zo, hè? Dank u wel, minister Van den Broeke. Ik denk dat we stilaan moeten afsluiten. Misschien toch als belangrijke conclusie, ik denk dat deze interactie heel bijzonder was, dat ze ook historisch kan genoemd worden en dat het heel mooi zou zijn als jullie als ministers inderdaad participatie proberen te organiseren. Ik denk als algemene conclusie dat we misschien toch moeten durven stellen dat er toch nog meer financiën naar preventie zouden moeten kunnen gaan. Maar ik weet ook wel dat de ministers van Preventie niet echt hier aanwezig zijn. Maar ik denk dat dat een heel belangrijke conclusie is. Als we gezien hebben wat onze deskundigen uit het buitenland aangebracht hebben, dat je vroeg moet interveneren en dat daar dus echt organisatie van onze gezondheidszorg nodig is om dat te kunnen doen. Ik denk anderzijds dat wij meer zullen moeten intersectorieel werken. Een heel belangrijk iets, omdat de problemen inderdaad complex zijn. En als we allemaal in onze silo's blijven, zullen we het niet halen. We moeten echt ook niet alleen naar de vindplaatsen gaan, maar ik denk dat de beleidsmakers van het land ook elkaar meer zullen moeten vinden en samen protocols opstellen van hoe kunnen we snel detecteren. Eerst en vooral, hoe kunnen we primaire preventie organiseren zonder dat ze stigmatiserend is? Hoe kunnen we vroegdetectie doen? Hoe kunnen we beter begeleiden? En wat u ook heel belangrijk zei, is de evidence-based, ook niet alleen in de diagnostiek, maar ook in de behandeling. We moeten zorgen dat de kwaliteit van de behandeling gegarandeerd is. En dat kan je alleen maar als er evidence-based therapie toegepast wordt en dat er niet altijd maar terug en terug behandelingen gebeuren die soms helemaal niet werken. Ik denk dat dat heel belangrijke aspecten zijn. De problemen zijn zeer complex en vragen dus ook complexe antwoorden. En wij zijn bereid als academie om hier verder aan te werken. Haar Majesteit, onze koningin, heeft ons dat ook gevraagd, zodanig dat we hier binnen 2 jaar kunnen staan en zeggen, kijk eens wat voor resultaten dat er nu in ons land geboekt zijn en dat we toch wat beter presteren, vind ik, op de internationale lijst als het gaat over mentale gezondheid bij kinderen en adolescenten. Ik wil u allemaal van harte bedanken voor dit gesprek. Heel veel dank aan de jongeren. Wij hebben heel aangename tijd met u mogen doorbrengen, heel veel van u geleerd en wij hopen ook met u contact te mogen houden. Dank u wel. Majesteit, excellenties, ministers, geëerde genodigden, geachte collega's, aan het slot van duidelijk deze boeiende, gevarieerde en geanimeerde ochtendsessie wens ik u voor eerst allen van harte te bedanken. Vervolgens zou ik enkele mededelingen van praktische aard tot u willen richten. Na de zitting wordt u een middagmaal aangeboden in de Marmeren Zaal op de eerste verdieping, welke u bereikt via de uitgangen achteraan in de zaal en vervolgens via de eretrap of de lift. Na het sluiten van de ochtendsessie zal Hare Majesteit de Koningin samen met haar gevolg het auditorium 2 als eerste verlaten. Mag ik u verzoeken nog even op uw plaats te blijven tot u een teken wordt gegeven om de zaal te verlaten. Ik dank u hiervoor. Met de toelating van Hare Majesteit de Koningin schors ik deze zitting.